Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Notre invité ce matin, évidemment, le grand oral à suivre dans un instant avec Dansa Kourouma. Il faut le rappeler, il est le président du CNOSC. L'actualité, il le dit, Titi en Guinée, alors que le débat en vue d'une réforme constitutionnelle se pose de plus en plus. Les masques tombent, des voix s'élèvent pour exprimer clairement en faveur d'un troisième mandat pour l'actuel locataire du palais Sécouteria. Les regards restent rivés sur la nouvelle CENI et qui doit dire à quel moment elle sera à même d'organiser les prochaines élections législatives. Toutefois, dans une récente sortie sur nos antennes, l'ex-directeur des opérations de la CENI a accusé, Dansa Kourouma, a accusé entre autres la présidente de la République d'avoir désigné les deux représentants de la société civile au sein du nouvel organe en charge des élections en Guinée. Que répond-il à cette accusation? Quel regard porte-t-il sur la situation politique actuelle? Dansa Kourouma, président du CNOSC, il est notre invité ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Mon cher Titi, on a notre invité ce matin. Bonjour, docteur Dansa Kourouma. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Et Lamine le signalait dans son intitulé. Il y a un débat en ce moment en Guinée au sein de l'opinion et au sein même des doctrinaires sur une éventuelle réforme de la Constitution. Beaucoup estiment qu'il y a un agenda caché à ce débat qui se mène. Nous voyons par exemple une structure de la société civile, MACOS, le mouvement MACOS, qui porte ce débat. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres Guinéens, qu'il y a un agenda caché derrière ce débat qui est en cours en ce moment sur la Constitution? Ça, c'est clair, ça passe sous commentaire. Si cette information fait la une de plus en plus au sein de l'opinion, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc, Comment vous comprenez l'opportunité d'un tel débat maintenant? Je pense que c'est inopportun. La raison est simple, c'est pourquoi depuis un temps j'ai cessé de m'enfoncer dans ce genre de débat. Parce que débat sur la Constitution, c'est normal. Dans n'importe quel pays, on peut discuter de la Constitution. Mais la Constitution a des dispositions qu'on considère être des dispositions intouchables. Et ça, je respecte ceux qui débattent la Constitution. Mais pour le moment, en tant qu'acteur de la société civile et en tant que concepteur, l'un des concepteurs de cette Constitution, je pense que c'est trop prématuré de parler de troisième mandat si ce n'est que tenter de jauger le niveau de l'opinion par rapport au sujet. Alors, les grandes échéances qui sont annoncées, je n'ai pas encore entendu parler de référendum. Donc, pour le moment, il y a des vraies pressions qui se posent sur l'opinion, surtout sur la CENI, par rapport à la tenue des élections législatives, qui pensent, pour moi, c'est la grande urgence aujourd'hui. Oui, c'est une organisation de la société civile qui, quand même, se met à l'avant-garde de ce débat. Le mouvement MACOS. Est-ce que vous avez pris langue avec les responsables de cette entité et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie de poser maintenant ce débat qui, ma foi, est perçu par une grande partie de l'opinion comme un débat assez qui n'est pas opportun, qui cache donc des intentions inavouées? Écoutez, Abakar, quand on parle de politique, c'est à la fois des intentions avouées et inavouées. C'est ça la politique. MACOS n'est pas une structure affiliée du CNOSC. Par conséquent, elle n'a pas signé la charte du CNOSC. Alors, toute structure qui n'est pas assujettie aux dispositions de notre charte est libre de faire le débat qu'il veut. Oui. Mais il s'agit pour moi de défendre les positions et les convictions du CNOSC et de la société civile dans sa globalité. Mais le débat sur la Constitution, je ne peux pas emprisonner un Guinéen de vouloir se prononcer par rapport à un sujet lié à la Constitution. Les grandes gueules. Dès le départ, c'est inopportun. Inopportun parce que pour vous, la Constitution l'a déjà tranché. C'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas qu'un débat propre à la Guinée. La Côte d'Ivoire voisine, vous avez vu ce qui s'est passé. Alassane Ouattara, qui au départ semble annoncer qu'il ne se présenterait pas. Il y a une sorte de retournement, de revirement de situation. Après, on est tous surpris. Et il dit, je vais vous le dire dans une année. Je vais vous dire si je me présente ou pas dans une année. Est-ce que ce n'est pas commettre une erreur que de rester dans la résignation, dans cette attente
que le président de la République vienne, par exemple, vous dire, eh bien voilà, je veux changer la Constitution. Est-ce que vous ne risquez pas d'être pris par le temps? Alors, parce que votre rôle aussi, c'est veiller. C'est un rôle de veille. Voilà, c'est un rôle de veille. Est-ce que le mot inopportun n'est pas un peu galvaudé quand on sait que le débat prend de plus en plus d'ampleur dans l'espace public, et les politiques aussi s'en mêlent désormais? Écoutez, ça fait depuis le début du quinquennat en 2015, ce débat sur un troisième mandat faisait la une. Donc ça fait déjà 3 ans, nous en débattons. Ne pensez pas que c'est maintenant, on va commencer à s'attaquer à un ennemi qui n'est pas encore visible. Je crois que nous avons besoin de ménager nos forces, nous avons besoin de mieux nous organiser pour aborder un certain nombre de sujets. Mais la question du troisième mandat ou la question des modifications de la Constitution est un rapport de force. Un rapport de force entre ceux qui veulent et un rapport de force entre ceux qui ne veulent pas. Ce rapport de force au moment opportun, plus on est organisé, plus on sait s'y prendre au moment opportun, plus nous devenons efficaces. Ouais, mais les signaux sont là aujourd'hui. Absolument. Les signaux ont toujours existé. Mais non. Sauf que l'ancien membre du CNOX, actuellement préfet de Cancan, qui s'est prononcé clairement, clairement en faveur, je pense que l'élément sonore existe, s'est prononcé clairement en faveur de... que vous connaissez, qui est déjà dans un autre cadre. Qu'est-ce que ça vous fait? Sa voix n'est pas la voix du président du CNOX. Mais il vient du CNOX, il vient quand même de la société civile. Il a partagé vos valeurs. Peu importe. Il y a aussi... Nous savons comment il est parti. Il y a aussi cette Donc s'il vous plaît, ce n'est pas du tout... Comment il est parti? Ces manières-là ne m'impressionnent pas du tout. Non, dans ça, s'il vous plaît, Aziz n'a jamais été un membre élu du CNOX. Les grandes gueules. Aziz n'a jamais occupé des fonctions de mandat, s'il vous plaît, de mandat électif au sein du CNOX. Aziz est un cadre qui a été recruté pour faire un travail administratif. C'est un point et c'est tout. Le CNOX est dirigé par un organe élu par un congrès. Mais ça ne lui enlève pas le fait de provenir de la société civile. Il provient de la société civile. Les propos qu'il tient l'engage. Ça n'engage pas le CNOX. Alors moi, ce que je souhaite quand même relever, c'est que dans ça, vous conviendrez avec moi qu'il n'est jamais trop tôt d'élever les défenses de nos acquis démocratiques. Il n'est jamais trop tôt de le faire. Voilà, donc les forces qui s'élèvent, et comme ce que nous avons fait, la pédagogie d'hier, mal interprétée malheureusement par certains petits esprits sur la toile, mais cette pédagogie, c'était pour alerter les consciences, pour dire, tenez, il y a des choses en marche, il faudrait que le peuple soit conscient. Alors, moi, ce que je souhaite, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut plutôt mettre l'accent actuellement sur le respect du cycle électoral dans notre pays, mettre la pression sur le gouvernement et également sur la CENI afin qu'un chronogramme clair, parce que si on veut éviter le pire, ce que nous craignons tous, il va falloir mettre la pression sur l'organe de gestion des élections pour que cet organe puisse donner une date claire pour la tenue des élections législatives afin d'éviter que nous soyons dans le troisième mandat sans que celui à qui ça profite ne l'ait affirmé officiellement. J'ai commencé mon introduction par ça. J'ai dit le CNOX est concentré sur la gestion du cycle électoral. Si j'ai très bien dit, j'ai dit notre combat aujourd'hui, c'est de faire tout pour que nous ayons les élections législatives à date. J'ai commencé mon introduction par ça. On ne peut plus les avoir à date. S'il vous plaît. Les grandes gueules. Mais non, ce n'est pas la date. Oui, bon. Les élections législatives étaient censées être organisées avant la fin. Oui, mais je sais. Permets-moi. Oui. Peut-être c'est un lapsus. Bien. On ne peut plus l'avoir à date, mais pour que les élections législatives se tiennent en 2019, ça quand même c'est un combat que nous menons. Et je vois que c'est à portée de main. Et beaucoup de questions vont... Peut-être vous allez comprendre beaucoup dans mes motivations pourquoi je n'ai pas tenté cette aventure d'être à la tête de la commission électorale. Parce que le travail qui m'attend me semble être plus important et plus délicat que gérer une commission électorale. Vous n'avez pas tenté d'être à la tête de la CENI, ou est-ce que vous avez senti que vous ne seriez pas suffisamment accompagné? C'est une question que je vous pose. Très importante. Vous avez le droit de... Le rire est un droit démocratique. Je suis le président naturel de la commission électorale. Quand on prend mon parcours personnel, quand on prend le parcours de mon organisation, c'est moi qui écris. Je désigne le nom. C'est moi qui indique le nom de la personne qui représente l'institution après un processus consultatif interne. Permettez-moi,
Alors, il n'y a pas de supputation à faire. Et le choix de la société civile pour être à la CENI ne peut pas faire l'objet d'un débat au sein des chapelles politiques. Oui, parce dans que ça. Nous ne critiquons pas leur choix. Forcément, docteur. Non, je suis désolé. Dans ça. Il y a des leaders politiques qui ont choisi ici leurs filles oui. pour aller au sein de la commission. Il n'en est pas de même pour les choix provenant de la société civile. D'autant que, vous l'avez dit, les deux qui sont désignés par la société civile sont censés, donc le président de la CENI est censé être désigné parmi les deux. C'est pourquoi les personnes qui doivent provenir de vos rangs pour aller à la CENI, ce sont des personnes donc sur lesquelles toute l'attention est portée. Aussi bien de la part de l'opposition que de la mouvance. La question ne se pose pas. C'est pourquoi la question de Tama, vos tous sont pesants d'or. Est-ce que vous avez renoncé d'y aller ou bien vous saviez par avance que si vous y allez, vous n'allez pas avoir le soutien dont vous avez besoin pour être président de la CENI? Parce que dans le cas d'espèce, pour être président de la CENI, même si vous êtes issu de la société civile, il faut avoir le soutien de l'une des entités, de l'une des mouvances. Soit de la mouvance, soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Mais laissez-nous parler. Je peux accepter aujourd'hui à Boubacar. La question est là. Allez-y. Vous posez la question dans ce sens. Nous sommes sur les grandes gueules. Le débat qui s'est passé il y a 2 semaines n'est plus d'actualité. Ce n'est plus Québec qui est là. S'il vous plaît, ce n'est plus Québec qui est la une. C'est dans ça. Quels que soient vos commentaires, j'accepte. Mais moi, dans ça, s'il vous plaît, j'ai répondu à ta question. Allez, on ne s'énerve pas dans ça. Je suis loin d'un homme énervé. Au contraire, j'essaie de parler fort aujourd'hui pour ne pas que ça soit comme l'émission précédente. Je fais l'effort de libérer mes cordes vocales. Alors, ce que je vais vous dire, quel que soit ce que vous me disiez aujourd'hui dans ce studio, vous êtes libre d'en débattre. Mais moi, dans ça, je sais, en tant que président du CNOCS, sauf si le CNOCS n'avait pas la légitimité de désigner un délégué, un représentant au sein de la CENI. Si c'était le cas, mon choix ne fera aucun l'objet de problème. Vous aurez eu le soutien. Et pour être élu à la tête de la CENI, si je partais, j'étais sûr d'être élu. Mais je vais vous dire, le problème n'est pas là. Vous étiez sûr d'être élu? Oui. C'est grave ce que vous dites. J'étais sûr d'être élu. Pourquoi? Les représentants de la pourquoi vous avez... Pour le président de la CENI. Pourquoi vous n'avez pas vu... les représentants de l'administration du territoire. Pourquoi vous n'avez pas vu le choix, le président... Vous comptez sur quel soutien? Le soutien de la mouvance ou de l'opposition? Je ne compte pas sur un soutien. Je compte sur mes capacités, mes aptitudes. Mais il faut bien que les gens votent pour vous, pour être président de la CENI. C'est différent. Voter pour moi est différent d'avoir le soutien de quelqu'un, s'il vous plaît. À la CENI... Mais si. Pour mettre Québec. S'il vous plaît. Non, mais c'est important, le débat est important. Laissez-le parler, Titi. Tu es en train de déformer le débat là. Oui, allez-y. Nous ne sommes pas là. Alors, si vous avez des informations contraires, vous êtes libre de les évoquer. Non. Mais moi, si vous voulez écouter mes raisons, c'est l'invité. Les raisons qui ont fait que je ne suis pas allé à la CENI, alors souffrez d'écouter. Si vous ne voulez pas écouter, faites vos commentaires. Allez-y dans ça. Et vous êtes libre. Allez-y. Voilà. Allez-y. Donc, pour être clair avec vous, ce débat il est très clair. Les représentants qui sont partis sont des représentants d'une manière ou d'une autre désignés par le CNOCS. Je suis le président du CNOCS. Aujourd'hui, je ne suis même pas parvenu encore à expliquer à la base pourquoi personnellement je n'ai pas été. Parce que j'ai eu le mandat de toutes les structures membres du CNOCS et des démembrements pour y être le futur président. Nous allons organiser une rencontre peut-être le mois prochain pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Mais la réalité des faits, c'est quoi? J'ai ma conviction personnelle. Je connais la mission de la CENI. Je sais bel et bien la mission qui m'attend en tant que président d'une entité de la société civile comme le CNOCS, dans un contexte d'une élection où les fondements peuvent être remis en cause d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous sommes des acteurs médians. Nous nous focalisons sur la surveillance du processus électoral. Ça requiert de l'expérience, ça requiert aussi des capacités à la fois individuelles et institutionnelles pour faire ce travail. Ça ne tient pas là. Allez-y. Vu que vous parlez de conviction dans Sakourman et vous définissiez vous-même votre rôle éminemment plus important à la tête de la société civile et cette aptitude que vous décrivez à avoir dans la conviction, est-ce que ce ne serait pas mieux pour vous d'être plutôt à la CENI
parce que vous parliez. Oui, c'est important parce que votre argumentaire ne tient pas. Vous dites pour. Ça dépend de qui les reçoit et qui les analyse. Non, vous dites être pour la légalité, la bien tenue des élections, etc. Mais en même temps, vous vous désolidarisez du rôle qui est le vôtre d'être plutôt au sein de la CENI afin que les choses se passent mieux que plutôt d'être dans l'instance qui veille, l'instance qui décide et l'instance qui veille. Quelle est la place la plus adaptée selon vous? La place pour moi dans le contexte politique actuel et selon la loi qui a mis en place la CENI, le rôle qui sied mieux, c'est le rôle de veille et de contrôle du processus électoral. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec la loi 044 qui a mis en place cette CENI, parce que c'est un recul par rapport... Mais vous avez toujours veillé. Mais les élections ne se sont jamais bien passées. S'il vous plaît. Vous avez toujours veillé. Vous êtes toujours incarné et joué ce rôle. C'est comme ce rôle de veille et de surveillance. C'est comme vous, les grandes gueules. Vous avez tellement veillé au point d'être dans l'insomnie, mais les élections ne se sont jamais bien tenues. Donc, est-ce que selon vous, il n'était pas plus important que vous arrachiez... Je voudrais que vous souffrez de m'écouter. Vous arrachiez le rôle. Mais m'arracher la parole chaque fois que vous voulez. Je ne vous permettrai pas ça. Allez-y. Alors, il faut qu'on soit clair. Vous posez des questions, je les réponds. Dans ça, on s'énerve pas. Allez-y. Alors, j'aimerais bien, je ne parle pas aussi pour vous, je parle pour une opinion nationale. Allez-y. Qui est bien. Les grandes gueules. La Guinée, nous sommes dans un processus de combat permanent. Ce n'est même pas le cas de la Guinée. Je prends l'exemple de la vieille France. Ce qui était il y a 50 ans et ce qui est aujourd'hui en France, il y a une évolution significative. Ceci ne décrédibilise pas les acteurs progressistes qui se battent pour que les choses changent. Je me suis battu pour que les élections soient crédibles, même si, selon vous, les élections ne sont pas crédibles, mais d'une année à une autre, l'expression des citoyens s'exprime de plus en plus. Et nous avons un droit de regard sur le processus électoral, on peut témoigner de sa régularité. Que nos rapports soient pris en compte ou pas, par ceux qui sont censés organiser les élections, nous ferons notre travail parce que c'est la vocation de la société civile. L'opinion appréciera en ce moment où ça ne marche pas. Est-ce que c'est la société civile qui ne fait pas son travail ou c'est parce que ceux qui dirigent qui ne veulent pas être à l'écoute de la société civile? Mais je ne peux pas être comptable des deux. Entre ceux qui émettent des suggestions et ceux qui sont censés les appliquer. Ils ne sont pas à mesure d'être en amont et en aval de ce processus. Il faut avoir un esprit de discernement pour essayer un peu de comprendre que ça, vous, grande gueule, ça fait une dizaine d'années bientôt, vous êtes en train de travailler, de dénoncer la malgouvernance. Ça veut dire que la malgouvernance est arrêtée? Je dirais non. Alors, mais chacun doit faire son travail. Dansa Kourouma, notre invité ce matin chez les GG, allez-y. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas votre réponse. Mais il y a quand même un souci, et pour moi c'est un souci de cohérence de ce propos que j'ai écouté tout à l'heure. Dansa Kourouma dit... J'ai eu le mandat de toutes les structures de la base pour être porté à la tête de la CENI. Il a eu le mandat, ça veut dire, en quelque sorte, on lui a donné injonction pour aller être le président de la CENI. Mais ensuite, il vient dire, et là, c'est comme on ne parle pas de dans ça à titre personnel, on parle de la personne morale, le président du CNOSC. On lui demande d'être président de la CENI, mais ensuite vous dites, mes convictions. Vos convictions sont-elles plus importantes que le mandat que vous incarnez en tant que président du CNOSC? Dites-nous ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas être président de l'institution électorale. Elle est autant claire que la réponse sera aussi claire. Alors, il y a deux options qui rentrent en ligne de compte quand on doit être porté à la tête d'une institution comme la CENI par une entité quelconque. La volonté de l'organisation et votre conviction personnelle. Les grandes gueules. On ne peut pas kidnapper quelqu'un pour le mettre à une fonction dont il ne partage pas, dont il n'est pas prêt à assumer. Il faut bien qu'on soit très clair. Aujourd'hui, même si la base m'a intimé, je devais réfléchir et me prononcer en connaissance des causes. Je connais le contexte politique qui a déterminé la mise en place de la CENI et qui va déterminer son fonctionnement. Je sais au moment opportun, la Guinée, l'opinion nationale a besoin d'arbitres, a besoin d'acteurs éclairés pour pouvoir élucider, s'il vous plaît, pour pouvoir élucider avec un langage impartial la vérité du processus électoral. Ce travail de contrôle me semble être plus important que m'engager dans une entité où je risque de perdre ma crédibilité, surtout la loi qui garantit la mise en place de cette CENI, je l'ai contestée dès le départ parce que c'est une loi
qui ne permet pas du tout d'avoir un débat serein au sein de cette institution. Je ne peux pas à la fois. La cohérence, Roby, dans ce cadre-là, c'est être à la fois. Quelle facette de cette loi? La composition. D'avoir la composition de la CENI et les grandes gueules. La perte d'une bonne partie de son indépendance. C'est-à-dire du fait que certaines commandes une sont bonne partie du matériel, par le ministère de l'administration du territoire. On ne peut pas dire commission nationale électorale indépendante et l'assujettir au gré d'une partie de l'administration. Alors, moi je crois, au-delà de ça, l'article 1er de la loi sur la CENI est un problème pour moi. En tant que personne qui connaît les élections, c'est un problème. On dit la CENI est à la fois chargée de l'organisation et de la supervision du processus électoral. Ça me pose un problème, moi. Parce que vous savez, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Voudrait que l'organe qui exécute soit différent de l'organe qui contrôle. Alors si la CENI a le monopole de ces deux fonctions, je ne vois pas, avec une CENI composée essentiellement de représentants des partis politiques, comment ce consensus peut nous permettre d'aller vers un processus électoral qui se voudra transparent et intègre. C'est ça le grand questionnement que je me pose. Et je ne peux pas à la fois envoyer des jeunes pour empêcher le passage de cette loi à l'Assemblée et être là pour me taper la poitrine pour être le futur président de cette CENI. Donc je crois que c'est incohérent de ma part. C'est là votre cohérence. Alors dans ça, ça me ramène au propos de incohérence ou incompatibilité. Non, pardon. Incohérence ou incompatibilité. Non, c'est de l'incohérence, je pense. Bien. Parce que ça me renvoie au propos d'Étienne Tshisekedi que nous avions reçu dans ce studio. D'ailleurs, Tshisekedi, après son passage, on lui a arraché son véhicule de fonction. Les grandes gueules. Oui, mais écoutez, c'est normal. Il faut pas attendre après les grandes gueules. Il faut pas attendre après les grandes gueules pour lui dire dépose le véhicule. Il avait ce véhicule avant. Pourquoi il a fallu attendre après les grandes gueules? Il y avait des négociations. Question, Moussa. Non, question. Mais l'ami, c'est grave parce que quand vous venez ici, certains vont pas venir. C'est assez grave. Allez-y, Il n'a pas fait de rapport. Alors, Étienne Tshisekedi a dit. Oui, mais la voiture n'appartient pas à Étienne. Oui, mais c'est la coïncidence. Si je suis à la place c'est la d'Étienne, coïncidence. Après avoir été débarqué, c'est la coïncidence. La voiture moi-même. C'est la coïncidence. Étienne a dit. Je ne parle pas de voiture, mais Étienne a dit qu'il y avait des négociations en cours et annoncées par le président actuel même de la CENI pour que les anciens commissaires qui quittent l'institution gardent leur véhicule. Mais ça, il faut voir la cuisine interne. Mais il ne faut pas attendre que des gens. Ce qui est grave, c'est que moi, j'aime pas qu'on puisse mettre une sorte d'obstacle, de musoloir sur certains cadres qui veulent faire des révélations. J'aime les révélations. Étienne Tshisekedi a fait des révélations, notamment, et c'est la question que je vous pose, il a dit que le choix du représentant de la société civile, les deux représentants de la société civile, mais émanent du palais Sékou-Touré. Il a dit, et notamment, c'est donc ça vous concerne directement, et aussi le cas de l'administration du territoire. Alors, que pensez-vous de cette affirmation de Étienne Tshisekedi? Il n'était pas n'importe qui. Il était le directeur des opérations de l'organe de gestion des élections. Et je crois que je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas impressionné par ça. Je vais vous dire quelque chose, Moussa Moïse. Étienne n'était pas n'importe qui. Mais dans ça aussi, n'est pas n'importe qui dans ce pays. Nous avons tous l'obligation, vu notre âge et ce qui nous attend, de défendre comme la prunelle de nos yeux notre réputation. Étienne était très mal placé de faire un procès à cette commission électorale dont il faisait partie, dont il a accompli à la fois des tâches nobles, mais aussi d'autres tâches que vous connaissez. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été choisis et reconduits dans cette commission électorale qu'on peut se permettre de donner des leçons. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Étienne a toujours été désolé. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Il ne voulait pas être reconduit. Étienne a toujours été. Il a dit qu'il ne serait pas reconduit. Vous me permettez de poser une question. Alors, pour ma part, il est très mal placé de donner des leçons à cette CENI, dont il a occupé les grandes fonctions, dont le chargé des opérations. Ce n'est pas après la fin des élections qu'on peut faire des déballages pour dire que la CENI, au lieu de faire des déballages après un processus électoral, il faut empêcher que les choses se passent à l'interne. Et en ce moment, vous serez reconnu par l'histoire. Mais vous attendez que les tâches soient accomplies et vous sortez. Vous savez que le mandat de la CENI arrive à terme et on doit avoir une nouvelle CENI, vous faites des déballages. Ça peut aider, nous, les défendeurs de l'opinion, pour avoir une idée sur ce qui s'est passé au sein de la commission électorale. Mais un chargé des opérations, si j'en étais un, je sais comment empêcher les manœuvres frauduleuses à la tête de la commission électorale. Il y a plusieurs manières pour le faire. Dans ça, dites-nous. C'est l'accusation. C'est important, c'est l'accusation. Je reviens sur l'accusation. Peut-être Étienne est très bien placé. Comment comprendre le maintien de M. Kébé? Vous étiez censé. Oui, bien sûr. Vous étiez censé y aller. Tu te promènes aujourd'hui, hein? Non, vous étiez censé y aller. Et finalement, c'est M. Kébé qui est maintenu.
Et sur la question de cabinet Cissé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Non, il n'y a pas de problème. D'autant qu'il vient de vos rangs, il vient de Cécile et tout ça. De toutes les façons, vous aviez deux tickets à déposer au niveau de la CENI. Oui. Le problème, le débat, c'est sur le ticket Maître Kébé. D'accord. Comment vous nous expliquez, vous justifiez son maintien? Son maintien et puis l'élection. Je peux expliquer en termes de principe et donner mon opinion personnelle là-dessus. En termes de règles, il ne revient pas à nous d'imposer à une entité affiliée la personne qui doit nous envoyer. Mais on établit des critères. Le premier critère, c'est la connaissance du processus électoral, qui est un critère absolu. Vous ne pouvez pas venir une CENI qui doit organiser des élections dans 4 mois, on envoie des novices qui vont passer le temps à prendre le bridge pour savoir comment analyser le programme électoral. Le deuxième critère important, c'est le profil de la personne. Et le processus électoral, c'est 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la connaissance du droit, c'est-à-dire la connaissance des tests légaux. Le deuxième pilier, c'est la connaissance des bonnes pratiques en matière de gestion financière. Parce que c'est les 2 standards pour aller aux élections. C'est la gestion du budget électoral et les commandes doivent se faire selon les règles de transparence qu'il faut. Et deuxièmement, la connaissance de la loi. Le profil qu'on a utilisé, le barreau est une entité membre de la société civile, vous savez, et qui a eu le mérite de participer au processus de sélection passé de la commission électorale. L'institution a à la fois de l'expérience, mais la personne qu'ils ont désiré a le mérite d'avoir une certaine expérience pour avoir travaillé dans les CENI passées. Deuxième chose, c'est un avocat. Vous prenez toutes les CENI d'Afrique qui ont de la grande réputation. Si ce n'est pas un juge, c'est un avocat. Il n'y a jamais eu d'arrangement entre vous deux. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je n'ai jamais parlé avec Maître Kébé avant sa désignation. Je vous le jure. J'ai cessé de parler avec Maître Kébé depuis 4 mois. On n'en a pas parlé. D'ailleurs, il y a des détails qui ne m'est pas opportun de faire maintenant. C'est important. Je n'étais pas du tout en phase avec le Maître Kébé par rapport à la gestion du processus lié aux élections locales. S'il vous plaît. D'où la problématique du deuxième critère d'aller. Je vais le répondre tout à l'heure là. Je veux tellement que la chose soit claire. À l'aise désormais. Même mettez-vous à l'aise. Je suis prêt à les aborder sans que vous me les posiez. Alors, pour vous dire vrai, on n'a pas eu de communication. Maître Kébé et moi, nous avons eu une rencontre quand le décret a été déjà pris. Le barreau a adressé un courrier au CNOX où il y avait le nom et les dossiers individuels de Maître Kébé, qu'il a été choisi par l'ordre des avocats. Pour être reconduit. Non, reconduit, je laisse le mot reconduit, parce que la loi sur la CENI n'empêche pas du tout qu'un ancien soit reconduit. Alors, ce qui n'est pas illégal, ne faisons pas de ça. Proposer d'autres personnes, c'est ça moi, ma curiosité. La lettre que j'ai reçue, il y avait un seul nom avec ses dossiers personnels. Et comme il ne revient pas à nous de dire au barreau ce que vous devez faire, et les critères qu'on a évoqués, il répondait à ces critères. Il a à la fois l'expérience et il appartient à une entité qui a le droit de désigner. Pourquoi toujours le barreau? Pourquoi pas les assureurs? Pourquoi pas d'autres entités? Oui, mais parce qu'on parle de matière électorale, Titi. Justement, on n'a rien contre Maître Kébé. Et du point de vue expérience et compétences, Aboubacar, franchement, on n'a que 2 minutes. Oui. On ne revient pas du tout. On ne peut pas prendre des ingénieurs de bâtiment pour aller organiser des élections. Même si les autres ont la volonté d'y participer, il y a un minimum de critères. On peut ne pas aimer Maître Kébé. Ils vont peut-être bien faire l'architecture. Alors, pour le cas des élections, c'est important. Les 2 choix qu'on a fait, je peux les défendre devant l'opinion. 1. On a choisi un économiste que vous connaissez, dont la réputation est connue en matière de capacité de gestion et qui est au-dessus de la mêlée. Oui, mais la question. Permettez-moi de poser. Sur les personnes, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire. Maître Kébé, sur l'institution aussi, il n'y a rien à redire. Non, on se pose simplement des questions et ça, c'est pour l'opinion. Sur les conditions de. C'était simplement sur Maître Kébé. Cabinet Cissé, je le dis ici, il est à la tête d'un think tank. Il a été quelqu'un qui a un bon parcours au niveau de la société civile. On n'a aucun doute sur même sa moralité. Mais on se posait des questions quand même sur le cas Maître Kébé. Et la question que je posais tantôt, pourquoi vous vous privilégiez par 2 fois le barreau pour que le barreau désigne un représentant parmi les 2 de la société civile, pourquoi pas une autre entité? Vous venez d'y répondre. Moi, je suis satisfait. Quand vous prenez le Mali, les entités qui appartiennent à la CENI sont connues et c'est défini par la loi. On sait qu'au Mali, il y a un représentant du conseil religieux, il y a un représentant de la société civile, un représentant de la presse.
un représentant des organisations de défense des droits de l'homme. C'est les principes qui sont déjà mentionnés là. Quand vous prenez le Ghana, c'est un juge qui a le rang de juge de la Cour constitutionnelle qui doit présider. Le Niger, c'est un magistrat. Bref, les entités, dans certains pays, c'est un professeur d'université. Le Nigeria, c'est un professeur d'université. Oui, mais est-ce que vous avez crié les critères qui sont déjà établis et on tient compte des bonnes pratiques dans la sous-région. On ne peut pas attaquer ces gens. Un mot sur la prorogation du mandat des députés, parce que ça fait débat. D'abord, les élections... c'est une violation de la loi. On n'a que 2 minutes, Lamine l'a dit. 1 minute même. C'est une violation de la loi et il faut être très clair avec moi. Et je ne suis pas du tout partant que le mandat des députés soit prorogé. Merci. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Qu'est-ce que vous leur direz? Est-ce qu'ils doivent bouder ou pas? Il ne s'agit pas à moi de dire aux députés leur conduite à tenir. Je ne les dicte pas leur conduite interne. Je défends des principes. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, allez Abakar, on nous signale ce matin un accident de circulation, 4 morts du côté de Koleya. Ouais, on a appris, franchement là, c'est l'émotion. Ça se passait sous le nez et sous la barbe du ministère de la Sécurité à Koleya. Nous avons déjà vu les images qui circulent sur la toile avec ce minibus qui est venu rentrer, qui est venu s'encastrer dans un camion immobilisé, donc en panne immobilisé. Je pense que c'est parce que si on analyse très bien, la cause, de mon point de vue, il y a 2 causes. La première cause, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, parce que je pense que si le chauffeur du minibus faisait attention et ne roulait pas à tombeau ouvert, il aurait pu savoir qu'il y a quand même un obstacle devant lui et il aurait pu donc l'éviter. S'il n'avait pas bu aussi, s'il n'était pas drogué. Peut-être pourquoi pas. Parce que tu vois, ces camions-là, c'est des jeunes qui conduisent. Mais il y a aussi... Deuxièmement, donc je parlais de la deuxième. La deuxième cause, c'est ce camion qui est en panne, qui est immobilisé. Peut-être, j'ai pas été en attendant le reporter qui soit allé pour donc comment peut-on, parce que ce cas est très récurrent à Conakry. Lorsque un véhicule est en panne, il reste là et aucune disposition n'est prise ni par le concerné, par le propriétaire de l'engin, ni par la sécurité routière pour l'enlever de là. Je pense qu'il faut faire un travail de sensibilisation là-dessus et par la suite et un travail donc de coercition. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé ce matin. Non seulement le chauffeur de minibus devait vraiment savoir raison garder et rouler à vitesse donc raisonnable pour ne pas donc aller tuer nos concitoyens de cette façon, parce que c'est le minibus qui allait s'encastrer dans le camion. Mais il faut que la sécurité routière veille désormais et sur le cas de ces camions qui tombent en panne et de tout autre type de véhicule qui tombent en panne et qui restent là stationnés et immobilisés au beau milieu de la route. Ça peut être source d'accident comme on l'a constaté. Allez-y mon cher Obi. Ce n'est que source d'accident. Par plusieurs reprises, moi j'ai croisé des situations pareilles du côté de l'autoroute entre Amdala et Bambeto, où les camions même en pleine nuit, vous savez, ils stationnent là, il est en panne. Il n'y a pas de courant, tout est sombre, il n'y a aucun feu tricolore pour signaler qu'il y a un camion en panne devant. Un triangle pour signaler. Alors si vous êtes dans les conditions pareilles, que vous soyez à 40, 50, 60, 70 à l'heure, dans un virage, vous avez plus de chances de rentrer là-dedans que de l'éviter. Non, vous avez plus de chances de rentrer dedans que de malchance ou pas. Moi je veux dire ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que la probabilité est grande que vous rentrez dans Madame Hiro. La probabilité est grande que vous rentrez dans le camion et que vous l'évitiez. Alors, je pense qu'aujourd'hui il est important non seulement de responsabiliser la police routière, mais aussi de sensibiliser les chauffeurs de camions. Mais ils le font. Non, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'action punitive, je vais vous dire. Il n'y a pas d'action punitive. Sinon, normalement, je suis d'accord avec toi, lorsque vous venez trouver un véhicule, un camion en panne, stationné en plein milieu de la route, sans qu'il signale de part et d'autre
qu'il est en panne, je pense que vous devez le verbaliser. Il doit payer pour ça. D'ailleurs, pourquoi le service du gouvernement qui enlève les véhicules mal stationnés ou stationnés à des endroits indus, pourquoi ils sont prêts à enlever ces véhicules et pourquoi ils ne vont pas enlever ces véhicules en panne au beau milieu de la route? Il faut qu'ils fassent le travail. Parce qu'ils sont à l'achat de l'argent. Oui, mais permettez-moi juste d'ajouter ça. Ils ont les moyens pour enlever les berlines, c'est-à-dire les petites voitures, mais ils n'ont pas les moyens pour aller déplacer déjà un camion qui est chargé de plus de 40 tonnes. C'est pas leur vieille machine là qu'ils utilisent pour ramasser les Peugeot ou autres là qu'ils vont prendre pour aller tirer un camion à garer là. Je pense qu'il est important. Il faut les verbaliser. C'est ça. Et souvent, ce sont des pannes graves, ce sont des pannes de moteur qui nécessitent plusieurs heures de réparation. Alors, je me dis que la seule façon d'empêcher cela, c'est de verbaliser les camions, de leur faire payer cher. Comme ça, désormais, au départ, ils vont contrôler leurs camions. Vous avez vu dans plusieurs situations ici, des camions en pleine circulation qui ont les pneus qui pètent, avec des conteneurs dessus. Oui. Et ça met tout le monde en danger. Bah oui. Les pneus pètent, il rate la route et il s'en va rentrer soit dans une boutique ou dans une autre voiture ou dans une concession. Il y a aussi ces camions qui transportent les sables ou je ne sais pas, ou les granites ou autres. Moi, j'ai assisté à une scène du côté d'Amdalaï où il est venu, il n'avait pas de frein. Il a complètement laissé sa route et heureusement qu'il y avait du côté de cette zone, des gens ont pris la peine de placer des poteaux de fer parce que c'est une zone apparemment propice aux accidents. Donc ils ont placé des poteaux de fer pour protéger. Mais il n'est pas rentré dans la maison cette fois-ci, mais il est parti avec 2 autres voitures devant. Voyez-vous? Donc c'est dangereux. La police ne joue pas assez son rôle. Lorsque ces camions-là sont... Si, Madame Hiro, lorsque ces camions-là sont en panne en plein milieu de la route, venez voir le policier en train de discuter tranquillement avec le chauffeur, peut-être après avoir reçu 50 000. Ils font copain, ami, ils sont arrêtés là. Et eux-mêmes, parfois, s'il est gentil, ils participent à faire dévier les voitures. Non, c'est pas comme ça. Vous sanctionnez, comme ça, prochainement, il ne fera pas la même chose. Vous accusez à tort le policier. Moi, je pense que c'est toute une chaîne. En partant de la visite technique. Parce que si vous voyez que ça n'existe pas. Justement. Mais il faut que ça existe. Dans un pays normal, ça devrait exister. Il faudrait qu'il y ait de la visite technique pour éviter que de gros porteurs tombent en panne au milieu de la route. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, sur la route de Kindia, il y a eu, ce gros porteur qui a barré la route. Il y a eu des kilomètres de fil de voitures parce que justement, on n'arrivait pas à trouver une grue. Ouais. Il a fallu aller négocier avec la CBK parce qu'eux aussi, ils étaient fatigués à chaque fois. Alors que normalement, au niveau même de la mairie de Kindia, au niveau de chaque ville, on devrait avoir une grue pour pouvoir tirer des véhicules comme ça, pour ne pas bloquer la circulation. C'est toute une chaîne, ça doit relever des autorités de l'État. Ça peut être les autorités locales quand c'est dans une ville, comme on appelle dans une commune urbaine, ou partout où ça se passe. Chacun devrait jouer sa responsabilité, mais il devrait y avoir aussi des visites techniques pour éviter, par exemple, qu'un gros porteur qui n'a pas de frein roule pour qu'il perde, le contrôle de l'engin et qu'il parte tuer des gens. Le policier, par exemple, quand quelqu'un tombe en panne et que le chauffeur vienne dire ça au policier, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être qu'ils vont chercher les triangles, s'ils en ont, parce qu'il y en a qui n'en ont même pas, pour essayer de les poser et dire que oui, il y a une panne ici, parce que vous l'avez dit, c'est pas n'importe qui pourra venir tirer ce camion-là quand il y a une panne. Il faut toute une chaîne. Et je pense qu'on devrait s'organiser au niveau du gouvernorat de Conakry, par exemple. Je ne sais pas s'il y a une grue, par exemple, pour tirer des gros porteurs comme ça en pareille circonstance. Il n'y en a pas. Donc, le policier, je pense que tout ce qu'il peut faire, c'est venir parler avec le monsieur qui est tombé en panne, peut-être essayer de chercher des gens et pousser. Il a peu de rôle à jouer là-dedans. Ce qu'on pourrait éventuellement faire aussi, c'est de mettre des panneaux de signalisation à certains endroits. Ça n'existe pas. Donc moi je pense que la police, vous accusez ici les policiers à tort, c'est toute une chaîne. Bien. Ils ont leur part. Allez-y, Moussa. Je trouve qu'il y a ces camions que nous avons, et je pense dans la grande majorité, n'ont pas besoin du tout de passer dans un centre de contrôle technique. Vous avez quand même nos camions qui sont âgés de plus de 10 ans presque, qui viennent parce que... Des camions vétustes. Parce que oui, plus de 10 ans, qui viennent parce que... Et c'est les enfants qui conduisent ces camions-là, oui, justement, au-delà souvent de ça, drogués. L'engin même... Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. L'engin a rendu le service pour lequel il a été créé, fabriqué. Il a rendu ce service en Europe.
il a rendu ses services aux États-Unis. Et bien, pour une raison X, une raison Y, là-bas, on a décidé, puisque ne répondant plus à toutes les normes, on a décidé de l'amener à la retraite, donc de l'amener sur le continent poubelle et peut-être le pays de la sous-région qui accueille tout ça. Donc, quand on envoie ce genre d'engin ici, je ne sais pas qu'est-ce que le contrôle technique peut relever à part le fait que tous les voyants sont rouges. Tout, voilà. Donc, non, vous n'avez pas besoin même d'y aller parce que rien qu'à regarder physiquement, vous savez que ce camion ne peut pas quand même tenir la route sur une certaine distance ou ne peut pas quand même donner une certaine sécurité à ses passagers. Moi, je trouve qu'il va falloir peut-être mener un travail beaucoup plus, un travail en profondeur par rapport d'abord au fonctionnement réel de ces centres, quoi qu'on dise. Au moins, quand ces centres vont émettre des avis contraires, des avis pour empêcher que des camions circulent, que la police puisse en faire une obligation pour les propriétaires de ces engins, afin que ces engins ne circulent plus sur nos routes. C'est-à-dire qu'ils puissent être forcés à les garer ou à les dépiécer pour les revendre. Ensuite, il faudrait que ces grues, la police nationale quand même doit avoir ses équipements. La police routière doit avoir ses équipements. Alors ces grues doivent être là. S'il n'y en a pas, et je pense qu'on peut, comme ils l'ont fait avant l'arrivée de ces grues mobiles du côté du gouvernorat et de la police routière, ils peuvent négocier avec certains privés pour permettre que ces grues soient à leur disposition à chaque fois qu'un engin pareil stationne au beau milieu de la route. Mais si ce n'est pas fait, vous aurez beau verbaliser ces camions, ça n'empêchera pas l'embouteillage de se créer et ça n'empêchera pas ce genre d'accident. Il faut au moins les tirer de là, et pour les tirer de là, il va falloir que la police se donne les moyens pour les avoir. On peut aussi l'empêcher en amont. C'est ça. C'est un peu l'approche qui est la nôtre, Roby et moi. Faire en sorte que si pour le moment le pays n'a pas de centre de contrôle technique, de visite technique, qu'on agisse sur le comportement de l'homme. Parce que c'est l'homme qui engage, qui prend son engin et qui le met dans la circulation. Lorsque vous engagez donc dans la circulation, vous devez vous assurer que votre véhicule est au moins en état de circuler et qu'il ne viendra pas mourir en pleine chaussée. Oui, mais Abaka, c'est la même chose. Il n'y a pas le contrôle. Quand ton chauffeur prend la clé de ton véhicule, avant de démarrer, il ne baisse pas la tête pour regarder en bas si de l'huile fuite ou pas. Il démarre lorsque le moteur prend. Il se dit que le véhicule peut circuler. Vous avez dit ici qu'il n'y a qu'à voir l'état physique de certains engins pour se rendre compte à l'évidence que ces engins ne sont pas à même de circuler. Mais quand même, on regarde tout ça, on prend le risque et on engage les véhicules, on les met dans la circulation. Mais vogue la galère, vogue les conséquences. On ne se soucie guère de ce que ça peut provoquer comme accident ou comme tuerie dans la circulation. Mais la zone de Dubreka, elle est connue pour cela, pour ces accidents, mais à l'appel, à longueur de semaine dans notre pays. La route de Kinya aussi, c'est une route sur laquelle on enregistre beaucoup d'accidents. Vous vous rappelez récemment cet accident du côté de Farana. Mais combien d'accidents y a-t-il eu dans ce pays depuis que le président Alpha Condé est au pouvoir? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Non, mais il y en aura toujours. Mais écoutez quand même, ce qu'on attendait au moins quand même, c'est une gouvernance qui a mis en avant sa volonté de mettre fin à cela et longtemps on est resté sous le monopole de Civita dans le cadre de la visite technique. Récemment, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, le gouvernement a décidé de casser le monopole et de donner la possibilité à des centres agréés de pouvoir s'installer. Mais cela n'est pas fait. C'est comme si aujourd'hui tous ceux qui peuvent être préoccupés par cette situation ne sont pas intéressés donc à aller dans cette voie. Mais je pense qu'il faut une autre approche. Il faut que l'État repense son approche en ce qui concerne la visite technique. S'il n'y a pas de personnes ou d'opérateurs intéressés, je pense que l'État lui-même peut aller vers des privés, comme Moussa l'a dit, pour signer une convention, pour trouver un concessionnaire ou des concessionnaires privés. Parce que pour le moment, c'est le libre cours est donné donc à tout opérateur de s'installer dans les conditions prévues par la loi, par le gouvernement. Mais si cela ne se fait pas, il faut changer d'approche. Je pense que c'est une question qui s'adresse au nouveau directeur général de la police qui doit faire de la réflexion et faire du lobbying dans ce sens-là pour quand même que cette situation change. Que pour une fois, moi je ne peux pas imaginer
qu'on arrive à la fin des 2 mandats d'Alpha Condé que notre pays ne se soit pas doté d'un centre de visite technique qui fonctionne. C'est quand même, c'est très triste. On essaie de joindre Zakaria de l'autre côté, mais malheureusement tu décroches. Allez-y, vas-y. Très rapidement, si le secteur de la visite technique était un secteur monopolisé, dit-on, a été libéralisé entre guillemets, on aurait pu, même si les opérateurs privés ont du mal à y mettre leur pognon pour investir, on aurait pu quand même, il ne serait-ce que pour les gros porteurs, les porteurs de conteneurs et autres là, on aurait pu demander à la société qui gère, à l'entreprise qui gère le port autonome de Conakry, à savoir Bolloré, on aurait pu quand même demander à Bolloré dans les clauses de contrat de faire en sorte qu'il y ait, dans les clauses de contrat, qu'il y ait une visite technique qui soit installée au sein du port, rien que pour les camions qui y sortent. Parce que lorsque vous partez du côté du port, voyez-vous, quand un camion démarre devant vous, vous voyez la cabine en train de trembler, vous demandez est-ce que ça va arriver. Le chauffeur à l'intérieur demande à l'apprenti, ceux-là qu'on appelle souvent les apprentis qui arrêtaient à côté, il lui demandait on peut aller, ça va aller. Il dit ah oui, ça voyez-vous. Mais oui, on va mettre un peu d'humour dans tout ça, mais je vous dis que c'est dramatique. Parce que les camions sortent du port autonome de Conakry dans une situation qui vous laisse complètement perplexe. Parfois même, ils n'arrivent même pas au niveau du ministère de la Jeunesse et c'est déjà en panne avec les conteneurs. Bon, un camion pareil, on vous dit que ça doit livrer de la marchandise jusqu'à Zérékoré. C'est terrible. Donc, comment voulez-vous que ça ne fasse pas des dégâts sur la route? Donc, je pense qu'il est important, si le secteur privé, les investisseurs privés ne veulent pas s'aventurer dans le secteur, je pense qu'il est important à un moment donné, le port autonome a quand même assez d'argent. Ils peuvent eux-mêmes installer leur propre visite technique au sein du port autonome pour que les camions soient décantés, pour qu'on ait au moins des camions à même d'aller à destination sans trop de dégâts. Maintenant, pour les petites voitures, on va attendre que les investisseurs privés se décident. L'État lui-même, l'État lui-même peut installer ces centres-là. Ça ne coûte pas les yeux de la tête quand même. Allez-y, Moussa. Oui, moi je trouve que il faut aussi frapper fort sur certains comportements, entre guillemets, accidentogènes, parce que ces comportements, tout le monde les a. Il y a que, même pour les petits véhicules, on parle des camions, même pour les petits véhicules, mais figurez-vous que même quand un taxi tombe en panne, en pleine route, il est laissé là. Il va falloir qu'il change sa route. Il l'a évoqué. Donc je pense que tout ça, ça peut contribuer aussi à aggraver les bouchons et à créer des embouteillages. Maintenant, j'attends l'opérationnalisation de ces panneaux de circulation. Je ne sais pas si avec monsieur le ministre des Transports, ça peut peut-être permettre pour ceux qui savent les interpréter. Justement. Parce qu'après, il va falloir expliquer tout ça dans toutes les langues. Il va falloir expliquer avec des signes. Il faut expliquer aux chauffeurs, à nos parents, c'est extraordinaire. Oui. Mais il faut une campagne d'explication. Voilà, comment les interpréter. Mais comment on peut avoir le permis de conduire quand même sans connaître les panneaux de signalisation? C'est bizarre. Quand même, honnêtement. Non, il faut quand même arrêter. Oui. Tout le monde ne passe pas. On sait dans quelles conditions certains obtiennent leur permis. C'est pas normal. Dans une porcherie. Tout le monde n'est pas forcément passé par une école, par une auto-école pour obtenir. Vous êtes passé dans une école, madame? Je suis passé dans une école, moi, avant d'obtenir mon permis. Mais il y en a qui achètent les permis, Lamine. Il y en a qui achètent ces permis, qui partent juste pour... Mais c'est pas eux, c'est là où on délivre ces permis-là. Comment est-ce que vous pouvez vendre un permis à une personne? Vous ne savez pas si la personne si la personne est passée par une école. Voilà, ce sont tous ces facteurs-là. Même les écoles, ça laisse à désirer. Mais au moins, tu es passé par... Je ne sais pas si Roby est passé par une école, mais moi, je suis passé dans une école, j'ai suivi la formation théorique et pratique. Vous voulez que je fasse de la promo, je peux le faire. Après, je ne paierai pas la facture. Mais de toutes les façons, je suis passé par une école, j'ai fait la formation théorique et pratique avant d'obtenir mon permis. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Parce que, tel que vous l'avez dit, c'est là-bas qu'on vous montre les panneaux de signalisation, les indicatifs de virage à gauche, à droite, ainsi de suite. Les priorités. Mais si vous ne passez pas par une école, comment est-ce que vous pouvez savoir cela? Il faut que l'enseignement donné dans les écoles, dans les auto-écoles, soit adapté à la pratique au long terme. Vous savez, c'est comme un enfant qui apprend la mathématique, mais quand il part à la maison, il n'a aucun instrument pour la révision, etc., pour mettre ça en pratique, il finit par l'oublier. Même si vous faites 10 ans dans une auto-école en Guinée, en train de regarder les panneaux de signalisation sur le tableau que votre prof vous montre, vous êtes confronté à une autre réalité sur la route. Donc, vous allez sortir de l'auto-école, vous allez prendre votre véhicule, vous allez vouloir respecter la priorité à droite, et ben vous allez dormir là. Parce que dans ce pays, on ne vous laissera jamais passer. Vous avez vu? Le problème,
permet d'aller jusqu'au bout. Donc vous êtes obligés, vous aussi, au sortir de cet enseignement dont vous parlez, l'auto-école, les règles et tout ça, vous revenez dans la circulation, vous mettez... La réalité te rattrape. La réalité vous rattrape. Vous aussi, vous êtes obligés de faire violence au code de la route pour pouvoir passer, parce que sinon, si vous arrivez à un carrefour, vous dites, bon, ben moi, je suis un bon chauffeur, je vais m'arrêter, je vais attendre que tous ceux qui sont à priorité à droite passent, vous allez passer toute votre journée là. Donc, voyez-vous. Mais je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème. J'ai jamais compris en fait le sens giratoire, par exemple, les carrefours et tout ça. Donc, la priorité, on dirait ça change de pays. Vous avez l'enseignement. C'est ça, je vous assure. Vous avez l'enseignement. Si vous le dites. Vous avez l'enseignement. Vous avez l'enseignement. Il y en a qui ont la direction à droite, d'autres à gauche, ainsi de suite. Oui, mais la direction à droite, c'est en Angleterre et au Japon, c'est pas beaucoup. Tout le reste est universel. Maintenant, vous avez l'enseignement en classe et vous avez la réalité du terrain qui fait que lorsque vous êtes dans la circulation, vous oubliez le code de route, vous oubliez tout ce que vous venez d'apprendre et vous êtes obligé de vous conformer à ce qui se passe, à la réalité de la circulation. Ce qui fait que le vécu quotidien, le fait d'être tout le temps confronté à la réalité du terrain, vous faites que tout le monde, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un ici qui retient tous les codes de la route, ce serait un génie parce que le seul code de la route en Guinée, vous savez c'est quoi? Non. Le plus rapide et le meilleur chauffeur. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien, on en vient à notre invité, M. Alseni Mabitikama. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes le coordinateur des enseignants contractuels donc, de Guinée. Vous réclamez aujourd'hui votre intégration à la fonction publique, votre engagement à la fonction publique. Pourquoi? Au nom de quel, j'ai envie de dire, au nom de quoi vous voulez qu'on vous intègre? Et ce qu'il faut ajouter à Bokar, c'est que récemment, le ministre Maurice Sangaré a rompu le contrat qu'il y a. C'est contractuel au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Il décide même de passer par un test de contractualisation, ce que les gens dénoncent, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas normalement. Et nous voudrions avoir votre avis aussi. Vous pensez que le ministre n'est pas en droit de mettre fin à vos charges dans les établissements? Oui. Il autorise le ministre à mettre fin à notre droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 26 septembre 2018, il y a une note circulaire adressée à tous les IRE, 2P et 2CE, invitant les diplômés sans emploi à déposer leur candidature pour être engagés en qualité de contractuel. Cette note de service était signée par qui? Par le ministre Maurice Sangaré. Bien. Et qui, vous dites aujourd'hui, qu'il n'a pas le droit de mettre fin à un droit qui... C'est le même qui vous a demandé de déposer et Justement. le même peut vous dire non, je n'ai plus besoin de vous. Je suis d'accord. C'est lui, d'accord. Là où je suis entièrement d'accord, mais il y avait une durée bien déterminée qui était indiquée. C'était quelle durée? La durée, c'était pour une année scolaire. Bien. Mais est-ce que oui, c'est mentionné. C'est mentionné, j'ai la copie ici. Okay. Ouais. Ce que j'aimerais que vous précisiez aussi, est-ce que en vous engageant, puisqu'on vous appelle contractuel quand même, ça veut dire que vous êtes passé. C'est le terme employé par le ministère. Alors, vous êtes contractuel ou suppléant? Nous sommes des contractuels. Parce vous avez un contrat avec l'État? Bon, il n'y a pas un contrat écrit avec l'État, mais il y a des actes pris par l'État ou les représentants de l'État à la base qui confirment, qui engagent directement l'État. Quels sont ces actes? Ces actes, non seulement nous avons reçu des notes de service nous mettant dans tous les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire. Ça, c'est important. Ça, c'est un. Deux, arrivés sur le terrain, les chefs d'établissement nous ont délivré des attestations de prise de fonction. Vous comprenez très bien. Donc tout ça là, ce sont des actes qui engagent l'État. Ok? Même si vous vous rappelez très bien le communiqué invitant les enseignants contractuels à venir percevoir leurs primes, dans ce communiqué, les pièces ont été indiquées. Parmi ces pièces, il y avait les notes de service. La note de service, il y avait la note de service, vous comprenez? Il y avait l'attestation de prise de fonction, il y avait les cahiers de préparation et la pièce, la carte d'identité qui a été demandée par les payeurs pour pouvoir rentrer en possession de la prime d'encouragement. Donc, si... Cette prime était de combien? Cette prime d'encouragement 400 000 par mois. 400 000 par mois. Pour 3 mois, ça faisait 1 million 200. L'observation, comment je fais? C'est peu quand même. C'est cette lettre d'engagement qui fixe le délai d'un an. C'est la question que je veux poser. Justement, parce que... C'est dans ce acte-là qu'il est dit que c'est pour une année scolaire. Pour une année scolaire. Et à la suite, maintenant, les méritants vont être engagés à la fonction publique. Tout ça, non. L'acte d'engagement ne peut pas dire ça. Mais que dit
votre acte d'engagement. Vous savez, les actes d'engagement sont avant tout personnels. Hein. Justement. Voilà, que dit l'acte d'engagement exactement sur la durée? La durée, Oui. on dit pour une période d'une année scolaire, 2018-2019. D'accord. Et nous savons très bien qu'une année scolaire compte chez nous ici, c'est une période de 9 mois. Oui. Donc si nous avons commencé en octobre, en aucun cas nous pouvons, et ils peuvent rompre ce contrat à mi-chemin. Alors vous ne pouvez pas dire, vous venez de dire vous-même qu'il était prévu qu'à l'issue de l'année scolaire pour laquelle vous étiez engagé, que les plus méritants allaient être engagés à la fonction publique. Alors, à partir du moment où l'État décide de rompre, vous dites non, ce n'est pas possible, mais en plus vous exigez que tout le monde soit engagé à la fonction publique. Vous trouvez cela normal? Oui, je trouve cela normal. Comment ça? Voilà. Mais à la fin du processus, c'était les plus méritants. Ils ont d'abord été indemnisés. Si l'État a le droit de rompre, c'est un contrat, il n'est pas obligé d'aller au bout, mais lorsqu'il le rompt, il doit vous indemniser. Est-ce que vous avez été indemnisé à la rupture? Voilà, maintenant. Parce que 9 mois, vous n'avez pas commencé. Hein, est-ce que vous avez commencé dès le premier jour? Depuis octobre. Depuis octobre, nous avons mais est-ce que commencé. vous avez été indemnisé avant d'être libéré? Écoutez, cette indemnisation dont vous parlez, moi je pense bien il n'y a pas question d'indemniser les enseignants contractuels pour cela. Parce que tout simplement, nous avons déposé notre candidature pour un objectif bien déterminé, notre intégration à la fonction publique. Attendez, on va prendre les secondes de poser des questions. Justement. Non, parce que sinon, on n'a pas les éléments d'appréciation. C'est important. Oui. Vous avez été engagé pour un délai, pour une période de 9 mois. Oui. L'État, en cours de route, décide d'arrêter sa collaboration avec vous. Maintenant, est-ce que vous avez été indemnisé pour les 6 mois restants? Non, pas encore. D'abord, il faut rappeler ils ne sont que pas d'accord, Mohamed. Il ne peut pas recevoir, il ne peut pas accepter cette indemnisation. Justement, ils ne sont pas d'accord. Ok, d'accord. Nous ne sommes même pas d'accord par rapport à. Parce que si ils n'acceptent pas la d'accord, je vous en prie. s'il n'y a pas d'accord, je vous en prie. Vous pouvez m'écouter un peu. Que l'État va les engager à la fonction publique. Pour le moment, l'heure est au paiement de ces primes d'encouragement. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à présent, dans la dernière lettre que le ministre, la lettre circulaire que le ministre a adressée encore aux DPE, il s'est réjoui du fait que le gouvernement ait payé la prime intégrale des enseignants contractuels. Chose qui n'est pas vérifiable jusqu'à présent. C'est après notre rencontre que le paiement a pris son cours normal. Et sachez, retenez une chose, que jusqu'à présent, il y a des préfectures même qui ont été oubliées, omis complètement sur la liste. Tel que Boké, tel que Dinguiraye. Tel que Dinguiraye par exemple. Hier, toute la journée, les enseignants de Dinguiraye étaient sous le soleil avec au DPE pour pouvoir savoir réellement quelles sont les raisons qui ont poussé l'État à prendre cette décision contre les pendant que ceux-ci ont travaillé depuis le mois d'octobre. Bien, allez-y Antoine. Une question et une observation. Oui. Comment appréciez-vous l'attitude de l'État à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez que vous avez été... On s'est servi de vous, par rapport, on vous a lâché, comme le disaient beaucoup, parce qu'on estime qu'il fallait que vous vous y attendiez. Les travailleurs titulaires qui étaient en grève, vous devez vous attendre à ce qu'ils reviennent après. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que l'État s'est servi de vous, par après vous a lâché en cours de route? Justement, pour répondre à cette question, ce qui nous a animé d'abord à déposer notre candidature, parce que dans la lettre circulaire, il était indiqué que l'État avait un besoin de recrutement. Et c'est ce qui a motivé beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des contractuels d'État d'aujourd'hui, c'est-à-dire de cette promotion 2018-2019, enseignaient dans les établissements privés. Ils ont abandonné leurs charges dans ces établissements privés pour venir répondre à l'appel de l'État. Mais il y a beaucoup qui étaient au chômage, qui n'ont pas de niveau, il faut le rappeler. Justement, dans tout groupe, il y a des bas et des hauts. Il y a des gens, certainement parmi vous, qui n'ont pas le niveau. Mais l'État avait bien précisé qu'au bout, les plus méritants vont être engagés à la fonction publique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout à fait normal qu'on organise un concours, qu'on organise un test, qu'on fasse un test pour savoir qui a le niveau, parce que l'enseignement, quand même, c'est pas donné à n'importe qui. Il s'agit de la vie des enfants guinéens. D'accord. Et vous savez, organiser un concours n'est pas mauvais en soi. On est d'accord? Parce que le concours non seulement est un critère excellent pour pouvoir... De sélection. Est un critère de sélection pour pouvoir répondre aux besoins d'un travail de qualité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc s'il en est ainsi, rien ne peut empêcher l'organisation d'un concours. On est d'accord? Mais vous le savez très bien, vous êtes guinéen, je suis guinéen. Qu'est-ce qui caractérise l'organisation d'un concours en République de Guinée? Et l'expérience étant un allié principal de l'homme, retenez qu'une chose est claire. Donc vous êtes opposé à ça? Nous sommes opposés. Nous sommes opposés à l'organisation d'un concours parce que déjà, il faut se mettre à l'abri. Qu'est-ce qui vous reste comme marge de manœuvre?
Bon, pour le moment, vous avez déposé votre mémorandum. Nous avons déposé notre mémo au niveau de la primature, de la présidence et du ministre tutelle en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En attendant, nous attendons la réponse de ces moments et j'attire l'attention du président de la République. Je sais que lorsqu'il va lire le contenu de notre mémorandum, il sera attiré et il va prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir trouver la solution le plus rapidement que possible à la situation des enseignants contractuels de Guinée. Vous êtes combien? Le nombre circule parce qu'ils disent qu'il y a eu plus de 16 000 postulants, mais ce qui n'est pas avéré sur le terrain. Et nous, on n'atteint même pas les 10 000 candidats postulants. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les primes ont été payées aux 16 000. Pas encore, jusqu'à présent. Les premières primes qui ont été payées, est-ce qu'elles ont été payées aux 16 000 ou aux 10 000? Les primes ne sont même pas payées d'abord en totalité. C'est ça le problème. Combien de mois? Combien de mois? C'est les trois premiers mois. Certains n'ont même pas reçu pour un seul mois d'abord. Bien. Monsieur Alseni Mabiti Kamara, coordinateur des enseignants contractuels de Guinée, les enseignants contractuels ont décidé à se battre pour jusqu'à obtenir leur engagement à la fonction publique. Donc c'est le message principal qu'il a martelé ici ce matin. Merci à vous, monsieur Kamara. Merci d'être passé ici ce matin. Ça n'est terminé pour cette dernière représentation de notre émission Les Grandes Gueules. On se reprend le lundi avec le turbo qui sera de retour aux commandes. Merci à toute l'équipe de réalisation, Amadou Sow, Mamoudou Kondé, l'équipe de cadrage. Merci aussi à notre ingénieur de son, Nalès Libé. Vous nous avez regardé à la télévision depuis Pita. Portez-vous bien. À lundi. Au revoir.